Bonjour, bonjour chers internautes qui suivent Financial Afrique. Nous avons le plaisir de recevoir au studio de Financial Afrique à Dakar notre ami, confrère, compagnon Seddik Abba. Seddik Abba, bonjour. Bonjour Adama. Alors on ne vous présente plus, journaliste au long cours, vous avez essaimé dans plusieurs rédactions ici en Europe. Donc Seddik Abba, comment vous présenter? Oui, c'est d'abord un immense plaisir de vous rendre visite ici et d'être reçu dans vos studios parce que j'ai une admiration personnelle pour le travail que vous faites. Ce n'est pas parce que je suis dans vos locaux, mais j'apprécie vraiment à sa juste valeur la qualité du travail que vous faites. Vous savez, l'information financière et économique est une information pointue et nous avons besoin des magazines et de supports comme le vôtre pour être présents en tant qu'Africains dans l'information économique et financière internationale. Maintenant, pour en venir à votre question, c'est toujours très difficile de se présenter soi-même, mais je dirais que j'ai eu plusieurs vies, mais je n'en parlerai que de deux. Une vie de journaliste qui a commencé au Niger dans les années 1990 avec l'avènement de la presse indépendante. J'ai travaillé dans le premier journal indépendant qui s'appelle Aské et j'ai poursuivi ma carrière dans la presse indépendante nigérienne avant d'arriver à l'agence panafricaine d'information Panapresse comme correspondant à Paris, puis comme chef du bureau de Panapresse à Paris. Et à la suite de quoi, je suis allé à Jeune Afrique comme rédacteur en chef central pendant quelque temps. Et puis j'ai enchaîné comme reporter et chroniqueur au Monde Afrique, le site africain que le journal Le Monde venait de lancer. Et aujourd'hui, je suis journaliste indépendant, analyste sur les questions de paix et de sécurité au Sahel. Voilà un peu ma vie de journaliste que je résume ainsi. Et j'ai une autre vie, celle d'universitaire, de chercheur. Et puisque j'ai soutenu ma thèse en 2006 à l'université de Valenciennes, dans le nord de la France, et depuis cette soutenance, l'université m'a proposé, ce que j'ai accepté avec plaisir, d'être chercheur associé. Donc, je continue mes activités de chercheur associé dans cette université. Et puis, plus récemment, le groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, GIRA de l'Université du Québec à Montréal, m'a proposé d'être chercheur associé pour m'occuper du Sahel et des mouvements djihadistes, ce que j'ai accepté avec plaisir. Donc, dans le cadre de cette activité scientifique, je fais des recherches sur les groupes terroristes, sur les mouvements terroristes. Voilà, en quelques mots, ma double vie et le double front que je mène sur le plan personnel et professionnel. Alors, waouh, je dirais plutôt pas une double vie, mais plusieurs casquettes, universitaires, journalistes et aussi essayistes, parce que vous avez produit cet ouvrage d'analyse Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, l'année dernière. On avait même eu le plaisir de le présenter ici sur Financial Afrique. Et là, merci pour la belle dédicace pour toute la rédaction de Financial Afrique. Donc là, vous parlez justement de Sahel, du Mali, et vous liez ces deux entités à l'Afghanistan. Est-ce qu'aujourd'hui, Seddik Abba, nous sommes en décembre 2023, on peut dire que le Mali et le Sahel ressemble encore à l'Afghanistan? Alors, quand j'avais écrit, vous faites bien de le rappeler, cet ouvrage, il est paru en mars 2022. Et la difficulté qu'il y a, puisque je suis sur le mode de la confidence dans cette conversation, et la difficulté qu'il y avait, c'était de ne rien rater de l'actualité. Et à chaque fois qu'on pensait que le livre était fini, il y avait des événements nouveaux qui arrivaient. Par exemple, l'expulsion de l'ambassadeur de France du Mali est arrivée alors que le livre était presque sous presse. Donc il fallait rattraper pour intégrer. Et quand la France a décidé aussi en février
2022 d'annoncer publiquement son retrait, la fin de son opération au Mali. Il fallait rattraper. Finalement, donc, la difficulté a été de faire que ce livre soit dans l'actualité. Heureusement pour nous, on n'a pas raté grand-chose. On a pu faire vraiment un livre qui colle avec l'actualité. Et lorsque nous avions fait le projet, le rapprochement avec l'Afghanistan, que d'ailleurs sur lequel beaucoup m'interrogent encore, était fondé sur le fait que en Afghanistan, les Américains avaient lancé leur opération en 2001, après l'attentat du 11 septembre. Et leur projet était d'éradiquer le terrorisme, les talibans, chasser les talibans du pouvoir et empêcher. Lorsqu'ils décident de partir en août 2020, les talibans étaient revenus au pouvoir. Ils sont partis dans la précipitation, en laissant même une partie de leur matériel. Et donc, lorsqu'on regarde le projet que les Français avaient au Sahel, celui de Barkhane était de combattre, d'éradiquer le terrorisme au Sahel, qui est une région, faut-il le dire, 5 fois plus vaste que la France, puisque de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Niger et le Burkina Faso, c'est environ 2,5 millions de kilomètres carrés, 5 fois à peu près la France, avec 4000 hommes, 4500, et même au pic de la présence, c'était 5100 personnes. Le projet était presque irréaliste, mais l'ambition aujourd'hui de contenir le terrorisme a échoué, puisque lorsque on commence Serval puis Barkhane en 2013, le terrorisme menaçait le nord du Mali. Après, malgré cette présence, il y a eu le nord, le centre et presque aujourd'hui tout le Mali. Et le terrorisme s'est même exporté au Niger, au Burkina, et il menace aujourd'hui de s'exporter aux pays côtiers, aux pays du Golfe de Guinée, puisque le Togo et le Bénin sont aujourd'hui dans le viseur. Donc il y a un échec du projet que la France avait de contenir le terrorisme comme en Afghanistan. Il y a un deuxième niveau de comparaison utile et fertile, c'est que lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles les Français sont partis du Mali, ça ressemble un peu aux conditions dans lesquelles les Américains sont partis d'Afghanistan. Heureusement que les Français ont négocié avec le Niger pour traverser la frontière. Mais c'était à peu près dans les mêmes conditions, dans la précipitation. Ouais. Et puis, il y a un troisième élément de comparaison, à mon avis, qui est sous-estimé, mais qui est très utile. L'aide internationale a été déversée sur l'Afghanistan. Des milliards de dollars ont été déversés sans que ça change la vie des Afghans. Aujourd'hui, au Sahel aussi, c'est la même chose. Quand vous demandez aux développeurs, ce que les grandes agences de développement, elles vous disent que nous, on a consacré depuis la crise presque 20 milliards de dollars au Sahel. Et quand vous allez dans les villes du Sahel, comme vous et moi qui allons au Sahel, à la différence d'autres qui ne viennent jamais, nous remarquons, nous ne voyons pas de changement substantiel, d'impact dans la vie des Sahéliens. Donc, il y a 3 niveaux d'éléments de comparaison qui peuvent justifier ce rapprochement entre le Mali et l'Afghanistan. Effectivement, et là c'est vraiment après 9 ans de présence, la France a quitté le Mali, et je pense que si on voit aujourd'hui ce qui s'est passé depuis, l'aménagement aussi a quitté, et finalement le Mali, l'armée malienne a récupéré, a reconquis Kidal. Comment vous expliquez cette reconquête et quelle est sa portée, quelle est la nouvelle configuration qui va se présenter pour le Sahel? Oui, je pense que, comme on a pu le voir en 2013, lorsque la France a aidé l'armée malienne à chasser les groupes terroristes, elle a essayé de sanctuariser Kidal. Tout à fait. Elle a empêché que l'armée malienne prenne Kidal sous des prétextes qu'elle a avancés et qui, aujourd'hui, ne semble plus justifié, en disant que si on laissait l'armée malienne entrer à Kidal, elle allait massacrer toutes les populations civiles et avait d'autres considérations. Et on a même pu savoir à l'époque que les Tchadiens qui avaient participé aux côtés des Français avaient proposé de désarmer le MNLA, mais la France avait dit non. Donc elle était, et beaucoup d'analystes expliquent que l'attitude de la posture de la France par le fait qu'elle a voulu renvoyer l'ascenseur au MNLA qui l'a aidé en renseignement. Et à mon avis, le fait qu'on ait sanctuarisé Kidal et Kidal échappe à l'autorité des autorités maliennes a beaucoup nourri le terrorisme. Parce que quand vous regardez jusqu'à ce que l'armée malienne conquiert Kidal récemment, à la mi-novembre, pendant toute la période-là, les groupes djihadistes n'entraient pas en confrontation avec les groupes armés terroristes. Leur cible, c'était l'armée malienne. Et les groupes djihadistes
avaient trouvé une sorte de refuge dans la zone de Kidal qui était administrée, et les groupes armés qui avaient Kidal entre leurs mains considéraient que tant que les groupes djihadistes ne les attaquent pas, ils peuvent le tolérer. Et ça a nourri, ça a créé cette situation où beaucoup d'efforts ont été faits par les armées nationales, y compris au Burkina Faso et au Niger, mais qu'on n'avait pas réussi à surmonter le terrorisme. À mon avis, cette reconquête de Kidal, d'abord, dément l'argument que la France a avancé, puisque aujourd'hui, moi, je ne suis pas en mesure de dire qu'il n'y a eu aucune exaction, mais il n'y a pas eu cette exaction, ces pogroms qui avaient été annoncés pour empêcher l'entrée de Kidal. Et le fait que l'armée malienne ait repris Kidal me semble être un tournant dans la lutte contre le terrorisme, parce que plus dans aucune zone, désormais, les terroristes ne peuvent trouver de refuge sans que les forces armées des pays soient capables de les poursuivre et de les attaquer. C'est pour ça que Kidal, à mon avis, est un symbole important, mais ça peut être aussi un tournant dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, il faut aussi, à mon avis, profiter de cette nouvelle donne pour mettre en œuvre les autres aspects de l'accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger, signé en février 2015, n'a pas été mis en œuvre. Il y a eu des difficultés de blocage. Tous les acteurs sont responsables. Il n'y a pas que l'État malien. Les mouvements Touareg rebelles étaient censés se regrouper sur des zones de cantonnement, ce qu'ils n'ont pas fait. On était censé mettre en place une armée recomposée, ce qu'on n'a pas fait. Maintenant, il faut profiter, à mon avis, de cette nouvelle donne, puisque les autorités maliennes n'ont pas dit que c'était la mort de l'accord. Il faut profiter de cette nouvelle donne pour mettre en œuvre les différents éléments. Et aujourd'hui, le fait que le général Gamou, qui lui-même a participé à ces rébellions, soit le gouverneur de Kidal, doit être saisi comme une opportunité justement pour accélérer la réconciliation nationale au Mali et la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Voilà, et justement quand on parle de la reconquête par l'armée malienne, par les FAMA de Kidal, souvent la presse internationale mentionne avec les supplétifs de Wagner. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'au-delà, il s'agit aussi d'une victoire, même lointaine, de la Russie et de ces fameux supplétifs sur une armée conventionnelle comme l'armée française? Oui, en réalité, il est indiscutable que le fait que l'armée malienne se soit associée à la Russie dans la coopération bilatérale et qu'elle ait contracté les services de Wagner, lui a permis de monter en puissance et d'avoir les moyens de la reconquête de Kidal. Ça, c'est indiscutable. En réalité, de façon très objective, quand on regarde ce que l'apport, la valeur ajoutée que l'arrivée de la Russie et de Wagner ont eu au Mali, c'est ce qui manque un peu aux armées de la sous-région. C'est-à-dire, pendant longtemps, ces armées-là avaient des ressources humaines, avaient même la conviction qu'elles pouvaient faire, mais il leur manquait certaines choses, notamment la composante aérienne. Aujourd'hui, à armes égales entre les groupes djihadistes et nos forces armées, puisque une partie du matériel que les groupes armés ont, ils l'ont pris sur les armées, c'est la composante aérienne, cette aviation de combat qui manquait, qui fait la différence. Et la Russie a apporté cette aviation de combat au Mali, on a pu voir. En plus, les drones sont arrivés. Donc, cette aviation de combat, qui a été une valeur ajoutée de la coopération russe et la présence de Wagner, a permis justement de faire la différence sur le terrain. Et aujourd'hui, indiscutablement, on constate qu'il y a eu une reconquête de Kidal avec ce nouvel axe de coopération. Mais il faut dire que, comme j'ai dit souvent, il faut prendre garde à penser que la solution militaire, elle seule, est durable au Sahel, y compris au Mali. La solution militaire doit être associée à la réponse, à la solution politique, à la réponse en termes de gouvernance, parce qu'on ne peut plus administrer le Mali, le Niger comme le Burkina, comme on l'a fait par le passé, en décidant uniquement à partir de Bamako, un État central, un État jacobin dont on a hérité de la colonisation. Il faut prendre tout ça, proposer une réponse holistique qui intègre, puisque je suis à Financial Afrique, la question du développement, qui est une question importante. Par exemple, la question de l'emploi des jeunes est une question centrale si on veut régler
la question du terrorisme. Lorsque vous discutez souvent avec des militaires et des sécuritaires, ils vous disent que nous, on a tué 3000 djihadistes, mais les djihadistes ont recruté 15 000 pendant qu'on a tué 3000. Parce que l'absence d'emploi, la demande est là, c'est ça. Le terreau est toujours favorable, l'absence d'emploi de jeunes, l'absence de perspectives fait qu'ils sont recrutables. Donc, si on profite aujourd'hui de la nouvelle donne et qu'on bâtit un nouveau paradigme, qu'on bâtit une nouvelle réponse qui soit non plus sécuritaire, mais sécuritaire, développementaliste, bonne gouvernance, toute une réponse holistique, associée maintenant aux aspects transnationaux, parce que souvent, on a entendu dire, avant le coup d'État du 26 juillet, que le Niger était un pays résilient, que le Niger pouvait faire la différence avec le Burkina. Et moi, à l'époque déjà, je disais que la résilience du Niger ne peut être durable que si elle est associée à celle du Mali et du Burkina. Parce que le problème est transnational. Si un pays lui seul ne peut pas se sauver, ces pays-là peuvent se sauver ensemble ou peuvent se noyer ensemble. C'est pour cette raison qu'il faut, en plus des efforts nationaux, construire une réponse transnationale. Et avec les aspects holistiques, ça permet aujourd'hui d'avancer vers un agenda qui permet au Sahel de sortir de la crise qui est devenue aujourd'hui presque endémique et multidimensionnelle. Alors, une réponse transnationale. On avait jusque-là le G5 Sahel qui vient de voler en éclats suite au retrait de certains pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont formé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, est-ce que là, cette reconfiguration est porteuse de solutions durables? Oui, moi je crois qu'une des faiblesses du G5 Sahel a été de s'être construit en comptant sur la solidarité ou la charité internationale. Vous voyez, lorsqu'on a voulu mettre la force du G5 Sahel, on était à la quête de 400 millions d'euros que l'Occident va donner, que l'Union européenne va donner, que celui-ci va donner, que l'Union africaine va donner. Finalement, on n'a pas pu les maîtriser, on n'a pas pu les mobiliser. On a créé les fuseaux ouest qui comprend la Mauritanie et le Mali, le fuseau centre qui comprend le Mali, le Niger et le Burkina, le fuseau est qui comprend le Niger et le Tchad, mais la force n'a jamais été véritablement opérationnelle, faute de financement extérieur. Et la plupart des projets qui étaient portés par le G5 Sahel étaient des projets qui reposaient vraiment sur des contributions extérieures. Et ça a été une de ses principales faiblesses. Je crois que, et le fait aussi que le G5 Sahel ait été, à tort ou à raison, perçu comme influencé par la France. Regardez, lorsque il y a eu le sommet de février 2021 en N'Djamena, il a été décidé que le prochain sommet, celui de février 2022, allait se tenir à Bamako. Et lorsque les relations entre la France et le Mali se sont gâtées, le sommet ne s'est finalement pas tenu à Bamako. Et beaucoup de gens considèrent que la France a influencé les autres pays pour qu'ils ne viennent pas à Bamako, pour éviter que Goïta en prenne la présidence. Donc, il y a tous ces éléments qui ont concouru à affaiblir le G5 Sahel. Aujourd'hui, avec l'Alliance des États du Sahel, nous sommes aussi dans la même philosophie, celle de la mutualisation, celle de la construction d'une architecture commune. J'ai l'impression que les pays comptent compter sur eux-mêmes d'abord. Et s'ils font cette approche, l'Alliance des États du Sahel peut aller le plus loin que le G5 Sahel, puisqu'elle va reposer sur la mobilisation des ressources domestiques, en tout cas, sur la mobilisation des moyens qu'ils peuvent avoir pour répondre à cette menace-là. Et cette philosophie de construire une architecture commune, de travailler ensemble, va être utile. Mais en plus de ça, je pense, et c'est ça l'un des défis qui va se poser à l'Alliance des États du Sahel, c'est de pouvoir s'ouvrir aux autres pays. Le Mali, le Niger et le Burkina, c'est bien. Mais il faut aller au-delà pour que la réponse soit la plus transnationale possible. Parce que la plus efficace possible. Puisque aujourd'hui, si vous prenez le Niger, il a une frontière sud-est avec le Nigeria, il a une frontière où se trouve Boko Haram, il a une frontière est avec le Tchad où se trouve Boko Haram. Il aura besoin, pour répondre aux défis sécuritaires qui se posent sur son flanc sud-est, de travailler avec ces deux pays voisins que sont le Nigeria et le Tchad.
et même le Bénin, puisque la menace est descendue au Bénin. Donc, il y a dans l'Alliance du Sahel un principe de base qui est celui de la réponse transnationale, celui de la mutualisation des moyens, qui me semble être utile, mais il faut essayer d'améliorer cette offre, cette proposition, de travailler ensemble pour répondre aux défis sécuritaires. Alors, essayer d'améliorer, est-ce en allant vers la CEDEAO, qui est quand même la grande communauté des 15 États de l'Afrique de l'Ouest et dont sont membres les 3 pays membres de l'AES, est-ce qu'on se dirige vers une réconciliation avec la CEDEAO, sachant que depuis le 26 juillet, le Niger connaît un coup d'État, le président Mohamed Bazoum, le président démocratiquement élu, est en prison, et que le Mali devait organiser les élections présidentielles en mars 2024 et redonner le pouvoir aux civils, mais apparemment on va déborder largement le calendrier, et qu'au Burkina Faso, on est quelque part dans le flou par rapport justement à ce retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que la CEDEAO et l'AES puissent travailler en toute quiétude? C'est une question absolument intéressante que les gens se posent depuis que l'AES a été créé. Moi, personnellement, je ne vois pas l'AES comme une démarche de substitution à la CEDEAO. Moi, je suis très critique envers la CEDEAO, mais je pense que la CEDEAO a son utilité. Et quoi qu'on dise, malgré ses faiblesses, malgré ces choses, rien que la libre circulation des personnes et des biens est un acquis du régime de la CEDEAO qu'il faut consolider. Sans compter l'intégration économique, sans compter d'autres choses que la CEDEAO a faites. Au plan politique, la CEDEAO a échoué et elle doit se remettre en cause pour avoir une approche de la gouvernance politique plus vertueuse. Et quand on regarde certains coups d'État qui se sont produits, on les a vus venir presque. Et la CEDEAO était aux abonnés absents quand les signaux faibles ont commencé à être perceptibles. Elle n'a pas eu la capacité d'anticipation. Elle a attendu que le coup d'État se produise pour condamner le coup d'État, prendre des mesures de sanctions. À mon avis, il faut qu'elle tire les leçons de son échec. Là, vous ne parlez pas du Niger, vous parlez peut-être du Burkina. Oui, je parle du Burkina. Au Niger, le coup d'État est un coup d'État atypique. Surprise. C'est un coup d'État surprise, même par rapport à l'histoire politique du Niger, puisque le Niger a connu 5 coups d'État, c'était le 5e. Et ce coup d'État-là est un peu atypique, surprenant, parce qu'il n'y a pas... Traditionnellement, je fais cette parenthèse pour parler du Niger. Lorsque les coups d'État ont eu lieu au Niger, les 4 coups d'État qu'il y a eu, c'était dans des situations d'impasse politique. Et l'armée est intervenue presque pour mettre les compteurs à zéro et permettre de relancer la machine démocratique. Mais celui-là est intervenu au moment où le pays n'était pas vraiment dans une situation d'impasse politique. Au contraire, le Conseil national du dialogue politique marchait, les relations se sont même un peu décrispées entre le pouvoir et l'opposition. Donc le coup d'État a été une surprise. Maintenant, pour en revenir à la CEDEAO et à l'Alliance des États du Sahel, la CEDEAO a échoué à prendre à bras le corps le défi sécuritaire. Elle a laissé les pays du Sahel se débrouiller tout seuls, alors qu'elle aurait pu mobiliser la solidarité des pays qui n'étaient pas affectés. Et on s'est retrouvé dans la situation d'aujourd'hui où au début on disait non, ça concerne que les Sahéliens. Et la menace aujourd'hui concerne les Sahéliens et les non-Sahéliens. Oui. Donc si la CEDEAO avait eu la capacité d'anticiper, on ne serait pas arrivé là. Elle a mis du temps à prendre en compte la question sécuritaire et je pense qu'elle a été piégée. Maintenant, à mon avis, on peut trouver une articulation entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO pour que le travail puisse se faire ensemble, parce que la CEDEAO a plus de capacité de mobiliser l'ensemble de la sous-région, y compris des pays qui ne sont pas concernés, la Sierra Leone, le Libéria, etc., ou même le Cap-Vert, ou le Sénégal, qui sont des pays pour l'instant qui n'ont pas été affectés. Mais la CEDEAO peut mobiliser la solidarité sous-régionale, peut mobiliser la réponse sous-régionale pour endiguer la progression du phénomène. Et à mon avis, si on travaille en bonne intelligence entre l'Alliance des États du Sahel comme le bras sécuritaire de la CEDEAO et non une relation conflictuelle, on peut avancer sur l'agenda de ramener la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Voilà, et dernière question, cher Sédik Abba.
auteur de ce livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, avec un point d'interrogation qui vaut son pesant d'or. Donc, Siddiq Abba, mais quid finalement justement de la question de la monnaie dans ce grand ensemble qu'est la CEDEAO, d'autant que, en tout cas à travers les réseaux sociaux, on apprend que l'Alliance des États du Sahel s'apprêterait prochainement à lancer une monnaie. Oui, je crois qu'il faut relancer cet agenda d'une monnaie commune entre les pays de la CEDEAO. Pour moi, cet agenda serait plus efficace qu'une union monétaire entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il faut se souvenir que le Mali avait quitté la zone IOMA avant de revenir, après en avoir fait l'expérience. Et donc, il faut éviter qu'on se retrouve dans cette situation de partir et de revenir. Et la meilleure façon de ne pas partir et revenir, c'est de travailler justement à ce que les économies de la sous-région puissent se construire pour qu'on puisse avancer. C'est-à-dire à l'avènement de l'ECO. À l'avènement de l'ECO. Moi, je suis partisan d'une construction monétaire progressive de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Quand on prend le pays d'où je viens, le Niger, pour moi qui suis frontalier avec le Nigeria, toute monnaie qui ne serait pas comment dire, qui n'intègre pas les économies du Niger et le Nigeria serait une monnaie, parce que l'indépendance monétaire doit reposer aussi sur des économies solides. Et c'est pourquoi que moi je pense que au lieu que ce soit une monnaie des États de l'Alliance du Sahel, qui sont des économies moyennes par rapport au Nigeria, par rapport au Ghana, par rapport à la Côte d'Ivoire, il faut avancer sur l'agenda de la création de l'ECO, qui serait une monnaie beaucoup plus importante, avec un espace économique plus important, et aussi avec un marché commun plus important, puisque le Nigeria à lui seul fait plus de 200 millions de personnes. Et c'est 2/3 de l'économie de la CEDEAO, donc c'est le grand géant, même si c'est le grand géant au pied d'argile. Cédric Abba, merci pour cette visite au studio de Financial Afrique. C'est toujours un plaisir de vous suivre à travers les chaînes de télévision internationales, à travers vos écrits et vos essais. Et c'est l'occasion pour nous de vous rendre un hommage, de vous dire de persévérer en donnant la voix de l'Afrique là où, hélas, elle fait souvent défaut dans ces grandes chaînes internationales où on a souvent le regard des experts, mais rarement le regard des experts africains, et vous l'êtes. Merci Cédric Abba. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de venir vous rendre visite et d'avoir cet entretien avec vous. Merci chers internautes, et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat.